Le secret n'est pas enterré sous le sable. Il décolle. Imaginez le désert du Nevada avant l'aube. Rien. Du sel, des pierres, des crêtes noires, un silence si vaste qu'il semble absorber le monde. Puis, au milieu de ce vide, une route qui ne mène nulle part sur les cartes ordinaires. Une piste, des hangars, des lumières rares. Et quelque part là-dedans, un endroit si célèbre que tout le monde croit le connaître, alors que presque personne ne comprend ce qu'il protège vraiment. Voilà le paradoxe de la zone 51. Ce n'est pas un secret parce qu'elle n'existe pas. C'est un secret parce que son existence ne dit presque rien. Le grand public adore une version simple, des soucoupes, des corps venus d'ailleurs, des autopsies filmées dans un hangar froid. C'est propre, c'est cinématographique, c'est pratique. Le problème, c'est que l'histoire officielle déclassifiée est déjà assez folle, sans un seul extraterrestre. En 1955, Richard Bissell, de la CIA, le colonel Osmond Ritland et Kelly Johnson de Lockheed cherchent un lieu pour tester le U-2, un avion espion si avancé qu'il devait voler hors du regard soviétique et presque hors de l'imagination humaine. Ils survolent le Groom Lake, un lac asséché au cœur du Nevada. Le lieu est isolé, protégé, idéal. Eisenhower valide. En quelques mois, la base existe. Plus tard, le site accueille aussi l'A-12 Oxcart, les essais liés au futur SR-71, des travaux sur la furtivité, puis le F-117, et même l'exploitation secrète de MiG soviétiques récupérés pendant la guerre froide. Ce que l'on appelle Zone 51 n'est donc pas d'abord un mythe. C'est un incubateur de technologies militaires qui ont parfois eu des décennies d'avance sur ce que le monde croyait possible. Et c'est ici que le récit devient plus intéressant que la légende. Parce que quand vous dites « base secrète », vous imaginez peut-être un coffre, un endroit où l'on stocke une chose interdite. Ce n'est pas exactement ça. La zone 51 n'a jamais été seulement un entrepôt. C'était, et c'est sans doute encore, un mécanisme. Un endroit où l'on prend des idées qui n'ont l'air de rien sur le papier, puis où on les pousse jusqu'à ce qu'elles deviennent des armes, des doctrines, des manières nouvelles de voir sans être vues. Demandez-vous ce qui est plus précieux pour un État, un avion précis ou le savoir-faire qui permet de fabriquer, tester, masquer, déplacer, ravitailler et nier cet avion pendant des années. La réponse est là, et elle explique déjà pourquoi le secret dure. Le premier rideau de fumée n'a même pas été construit par Hollywood, il s'est formé tout seul dans le ciel. La CIA a reconnu plus tard que les vols du U-2, puis de l'Oxcart, avaient alimenté une énorme partie des signalements d'OVNI à la fin des années 50 et pendant la majeure partie des années 60. C'est logique. À l'époque, les avions de ligne ne montaient pas à ces altitudes, et le public n'imaginait pas qu'un appareil piloté puisse évoluer aussi haut. Au coucher du soleil, la lumière frappait les ailes d'un engin inaccessible, lumineux, silencieux pour l'observateur au sol, et soudain, l'Amérique croyait voir quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Vous voyez l'élégance du piège? Le secret n'avait même pas besoin d'inventer la légende. Il lui suffisait de voler au-dessus d'elle. Mais alors, si l'on sait déjà que la base a servi au U-2, à l'A-12, au programme furtif, au MiG soviétique, pourquoi garder ce lieu dans une brume administrative et sécuritaire si épaisse? Pourquoi ne pas tout ouvrir, montrer quelques vieux hangars, laisser des historiens s'extasier et tourner la page? Parce que les secrets militaires ne vieillissent pas comme les autres secrets. Un vieux prototype peut être mort. Une vieille méthode, jamais. Une ancienne piste raconte encore des habitudes logistiques. Une orientation de hangar suggère un protocole de maintenance.
Une simple chaîne de transport révèle des volumes, des cadences, peut-être des signatures radar, thermiques ou chimiques. Un adversaire sérieux ne regarde pas une photo comme un touriste. Il la démonte comme une équation. C'est pour cela qu'un fait juridique, presque sec en apparence, est l'un des indices les plus troublants de toute l'histoire. En 1995, puis à nouveau l'année suivante, des déterminations présidentielles publiées au Federal Register exemptent l'emplacement opérationnel de l'Air Force près de Groom Lake de certaines obligations de divulgation qui auraient pu exposer des informations classifiées dans le cadre de litiges liés à l'environnement et aux déchets dangereux. L'État ne dit pas « ce lieu n'existe pas ». Il dit quelque chose de plus fort. Même des informations qui semblent périphériques, comme la gestion des déchets, peuvent en dire trop sur ce qui s'y passe. Ça, ce n'est pas la logique d'un folklore, c'est la logique d'un programme noir. Et cette phrase, à elle seule, devrait vous arrêter. Des déchets. Réfléchissez 2 secondes. Pourquoi les déchets d'un site intéresseraient-ils à ce point le pouvoir exécutif? Parce que les déchets racontent une histoire. Ils parlent des matériaux utilisés, des solvants, des carburants, des composites, des revêtements absorbants, des peintures, des procédures d'incinération, des températures atteintes, des rythmes d'essai. En clair, parfois, une poubelle militaire est plus bavarde qu'un porte-parole. Voilà pourquoi la classification de la zone 51 n'est peut-être pas centrée sur ce qu'elle cache au milieu du désert, mais sur tout ce qu'on pourrait déduire à partir des traces laissées autour. Et ça, c'est bien plus subtil qu'un bunker renfermant une soucoupe. Pendant ce temps, autour de ce noyau, le reste de l'appareil américain continue de fonctionner comme s'il protégeait un organe vital. Le Nevada Test and Training Range, l'immense ensemble militaire dans lequel s'inscrit ce monde de sable, de pistes et d'espaces aériens interdits, se présente toujours comme un environnement majeur pour les essais, le développement tactique, la guerre électronique, l'entraînement avancé, avec une direction dédiée au programme avancé et à l'accès spécial. Autrement dit, le décor officiel a beau être public, sa finalité reste la même que depuis des décennies. Mettre au point ce que l'adversaire ne doit pas comprendre trop tôt. La zone 51 ne flotte donc pas seule dans le vide. Elle appartient à une architecture plus vaste de secrets, de tests et de préparation au combat. Et là, une idée rarement formulée apparaît. Peut-être que la vraie raison pour laquelle la zone 51 reste classifiée n'est pas qu'elle abrite aujourd'hui un seul objet révolutionnaire. Peut-être qu'elle protège un procédé, une chaîne complète. On y teste des formes, mais aussi des capteurs, des moteurs, mais aussi ce que voient les radars ennemis, des pilotes, mais aussi la manière dont un appareil anormal doit être décrit, déplacé, ravitaillé, nié. Les documents déclassifiés montrent déjà que le site a servi à croiser des activités très différentes. Reconnaissance stratégique, expérimentation radar, furtivité, exploitation d'avions soviétiques. Ce mélange n'est pas banal. Il ressemble à un laboratoire où l'on n'invente pas seulement des machines, mais des écarts de perception. Et si je pousse cette idée d'un cran, en le disant clairement comme une inférence, la base pourrait être moins un hangar qu'une fabrique d'asymétrie, un endroit où l'on apprend à faire croire au monde qu'il regarde un mythe alors qu'il observe l'avenir. Vous comprenez maintenant pourquoi les extraterrestres sont presque trop commodes. Ils occupent l'avant-scène, ils attirent les yeux, ils saturent les conversations. Ils font rire certains, obsèdent d'autres, et pendant ce temps, la seule question vraiment dangereuse reste étonnamment peu posée. Comment une démocratie moderne organise-t-elle des programmes si sensibles que même leur environnement administratif
devient toxique à la transparence. La CIA a fini par admettre le nom. Très bien. Elle a reconnu l'histoire du U2 et de l'Oxcart. Très bien. Mais l'aveu a ses limites. Il s'arrête là où commence le présent. Ou pire, là où le passé contient encore la grammaire du présent. Et le présent, justement, n'est pas un détail. Les budgets modernes de défense continuent d'exclure des classified exhibits, accessibles seulement avec des habilitations spécifiques. Cela ne prouve pas que chaque programme classifié passe par Groom Lake. Il faut être honnête. Mais cela montre autre chose. L'écosystème des programmes opaques n'a jamais disparu. Il a changé de forme, de vocabulaire, de surface visible. Nous sommes souvent tentés de croire qu'Area 51 appartient à la guerre froide, comme une vieille cicatrice devenue attraction touristique mentale. C'est une erreur confortable. La logique qui l'a créée, elle, n'a jamais pris sa retraite. Il y a aussi un détail presque philosophique dans cette histoire. Quand un lieu reste secret longtemps, il cesse d'être seulement un lieu. Il devient un récit national. Chacun y projette ce qu'il craint le plus ou ce qu'il désire le plus. Les ufologues y cherchent une réponse cosmique. Les sceptiques y cherchent la preuve que tout n'est qu'hystérie populaire. Les passionnés d'aéronautique y voient le temple de l'ingénierie noire. Les juristes y voient l'empire du stade secret, privilège. Les militaires, eux, n'y voient peut-être qu'une nécessité froide, garder un terrain où l'on peut rater en silence avant de réussir sous les drapeaux. Et cette idée est capitale. Ce qui doit rester classifié, ce n'est pas seulement la victoire, c'est surtout le brouillon. Parce qu'un prototype raté peut être encore plus révélateur qu'un prototype réussi. Un avion qui brûle mal, une aile qui diffuse trop l'écho radar, un revêtement qui se désagrège sous la chaleur, une soute qui ouvre trop lentement, un système qui perturbe mal les capteurs adverses. Toute cette matière-là, le monde ne la voit jamais. Et pourtant, c'est elle qui sépare une merveille de salon d'une capacité militaire réelle. La zone 51 a pu devenir la forteresse de cet entre-deux, l'endroit où l'impossible est encore maladroit, donc vulnérable, donc inavouable. Et puis, il y a cette autre hypothèse, moins spectaculaire, mais peut-être la plus dérangeante de toutes. Le secret protège peut-être moins des objets que des écarts temporels. Je m'explique. Que se passe-t-il si un État possède, dans un domaine précis, non pas 5 ans d'avance, mais 15, 20 ou davantage? À partir d'un certain seuil, la simple révélation de l'écart devient elle-même une arme. Elle modifie la planification des adversaires, leurs investissements, leur doctrine, leur diplomatie. Dans cette logique, classifier la zone 51 revient à protéger la vitesse même du futur. Ce n'est plus seulement un site. C'est un amortisseur entre ce qui est déjà possible et ce que le monde est prêt à croire possible. Le plus troublant, c'est que toute cette mécanique de silence fonctionne mieux lorsqu'elle laisse filtrer juste assez de vérité pour paraître honnête. Oui, la zone 51 a servi aux avions espions. Oui, elle a participé à l'histoire du F-117. Oui, les essais en altitude ont nourri les récits d'OVNI. Mais à partir du moment où vous acceptez ces vérités publiques, vous risquez de vous arrêter trop tôt. Comme si la porte entr'ouverte vous faisait oublier le couloir derrière. Or, le couloir existe. Il commence au moment précis où l'État a admis un nom sans offrir la clé. Et voici la question que presque personne ne formule correctement. Si la zone 51 était seulement un musée mal assumé de la guerre froide, pourquoi le langage juridique utilisé autour de Groom Lake aurait-il été si agressivement protecteur? Pourquoi lier explicitement la divulgation d'informations ordinaires à un risque de révélation classifiée?
Pourquoi entretenir un sanctuaire au milieu d'un complexe d'essais qui, lui, continue officiellement à soutenir des programmes avancés, des accès spéciaux, des exercices de très haut niveau? La réponse la plus raisonnable n'est pas « les aliens ». La réponse la plus raisonnable est beaucoup plus terrestre, donc beaucoup plus inquiétante, parce qu'il s'y joue encore quelque chose que les États-Unis considèrent comme stratégiquement vivant. Et maintenant, regardez bien le piège. Plus vous vous rapprochez d'une explication rationnelle, plus elle devient vertigineuse. Des extraterrestres dans un hangar, c'est absurde mais simple. Un lieu où l'on fabrique depuis des décennies les règles invisibles de la supériorité aérienne, électronique et peut-être sensorielle américaine, c'est infiniment plus crédible et infiniment plus difficile à raconter au grand public, parce que ce genre de vérité ne tient pas dans une photo volée. Elle tient dans des chaînes d'essais, des matériaux, des algorithmes, des signatures, des procédures, des échecs effacés et des budgets noircis à l'encre. Alors non, la vraie question n'est peut-être pas « qu'y a-t-il dans la zone 51 ?» La vraie question, la seule vraiment dangereuse, est peut-être celle-ci. Qu'est-ce qu'un État protège encore si farouchement quand il sait que le monde entier connaît déjà le nom du lieu? Et la réponse commence peut-être là où on regarde le moins, non pas dans les histoires de soucoupes, mais dans la collision entre des avions impossibles, des déchets trop bavards, des espaces aériens interdits et une phrase juridique glaciale sur des informations qui ne doivent pas être révélées à des personnes non autorisées. C'est là que le désert cesse d'être un décor et devient un verrou. La suite devient plus sombre. Parce qu'à partir du moment où l'on cesse de rire d'Area 51, on tombe sur quelque chose de bien moins folklorique. Des hommes malades, des procès étouffés, des secrets d'État invoqués pour fermer la bouche à ceux qui avaient travaillé trop près du feu. Le mot brûler n'est pas une métaphore. Pendant des années, des hommes ont travaillé là-bas, au plus près de ce que personne ne devait nommer. Pas des conspirateurs en veste noire, pas des personnages de cinéma, des mécaniciens, des techniciens, des ouvriers de maintenance, des gens dont le travail consistait à manipuler, nettoyer, démonter, éliminer. Et c'est précisément à ce niveau presque banal que l'histoire de la zone 51 devient plus inquiétante. Parce qu'un programme secret ne produit pas seulement des prototypes, il produit aussi des solvants, des résidus, des carburants spéciaux, des composites, des revêtements, des poussières, des fumées. Et à un moment, ces traces doivent bien aller quelque part. Dans les années 90, plusieurs anciens travailleurs ont affirmé qu'à Groom Lake, des déchets issus d'activités classifiées étaient brûlés à l'air libre. Ils ont raconté des fosses, des flammes, des fumées noires, une odeur qui ne ressemblait pas à une simple décharge. Puis sont venus les problèmes de santé. Irritation, lésions, maladies graves, peurs lentes et très concrètes. Ce n'était plus la grande légende américaine des soucoupes. C'était quelque chose de beaucoup moins romantique, des corps humains exposés à des substances dont ils ne connaissaient même pas le nom. Et lorsque ces hommes ont tenté d'obtenir réparation ou simplement des informations, ils se sont heurtés à l'une des murailles les plus froides qu'un État puisse dresser. Le secret d'État. Voilà le point où beaucoup de gens décrochent, parce que l'histoire devient technique, juridique, presque sèche. Et pourtant, c'est ici que se cache le cœur battant de toute l'affaire. Car lorsqu'un gouvernement accepte d'aller devant les tribunaux pour soutenir qu'un dossier ne peut même pas être examiné normalement sans mettre en danger la sécurité nationale, cela signifie une chose très simple. Le silence vaut plus cher que la défense ordinaire. Le litige autour de Groom Lake est devenu célèbre justement pour cela.
non pas parce qu'il aurait révélé ce qui se trouvait dans les hangars, mais parce qu'il a montré jusqu'où l'État était prêt à aller pour éviter que des éléments périphériques, conditions de travail, type de déchets, procédures d'élimination, deviennent publics. Et ce détail change tout, parce qu'il nous oblige à comprendre la zone 51 non comme un coffre, mais comme un écosystème où même les marges parlent trop. Regardez la logique. Si tout cela n'était qu'un vieux terrain d'essai pour quelques avions désormais historiques, pourquoi défendre avec une telle agressivité des informations qui ressemblent à de l'intendance? Pourquoi considérer qu'un simple débat sur la gestion des déchets peut menacer des intérêts supérieurs? La réponse la plus raisonnable est vertigineuse. Parce qu'à Groom Lake, la matière la plus sensible n'est pas toujours l'appareil fini. Ce sont parfois les procédés, les matériaux, les signatures, les défauts, les essais ratés, les substances employées pour rendre une surface moins visible au radar, plus résistante à la chaleur, plus stable en vol ou plus discrète face à des capteurs que le public ne soupçonne même pas. Une poubelle militaire, on l'a dit, peut être un aveu. Et un aveu, dans le langage des programmes noirs, vaut parfois plus qu'une photographie volée. Le plus fascinant, c'est que cette partie sombre de l'histoire rejoint parfaitement le mythe OVNI, mais pas comme on l'imagine. Pas parce que les fosses de combustion dissimuleraient des débris extraterrestres. Non, parce qu'elles montrent autre chose. La zone 51 a toujours été un lieu où l'on préfère laisser le public imaginer l'absurde plutôt que d'approcher le plausible. Et le plausible, en réalité, est déjà immense. Pensez-y. Pendant la guerre froide, on y a testé des appareils qui paraissaient impossibles pour leur époque. Le U-2 a volé si haut que les témoins au sol y voyaient des objets inexplicables. L'Oxcart semblait venir d'un futur qui n'avait pas encore été annoncé. Plus tard, la furtivité a produit des formes anguleuses, presque contre-intuitives, comme si un avion avait cessé d'être dessiné pour les yeux humains et avait commencé à être sculpté pour tromper les radars. Vu de loin, au mauvais moment, avec les mauvaises connaissances, ce genre de machine ressemble immédiatement à un visiteur. Et si vous voulez comprendre pourquoi la classification survit, il faut faire un pas de plus. Le monde a changé. Les satellites commerciaux existent. Les passionnés scrutent les moindres ombres du désert, les pistes, les hangars, certains mouvements. Tout cela finit souvent par apparaître. Alors, pourquoi le secret tient-il encore? Parce que le secret moderne ne consiste plus à cacher un bâtiment. Il consiste à cacher la signification d'un mouvement. Une porte ouverte 5 minutes de trop. Un taxiway utilisé à une heure inhabituelle. Un appareil déplacé seulement la nuit. Une silhouette couverte par un abri mobile. Une rotation de personnel. Une fréquence inhabituelle de vol de navettes. Une absence de traces là où il devrait y en avoir. À l'ère satellite, le camouflage absolu est presque impossible. En revanche, l'ambiguïté maîtrisée est une arme redoutable. Vous pouvez montrer presque tout, à condition que personne ne sache lire ce qu'il voit. C'est là qu'apparaît un autre personnage discret de cette histoire, la routine. Oui, la routine. Parce que les grands secrets se protègent rarement par des explosions de violence. Ils se protègent par des habitudes administratives parfaitement réglées. Des navettes aériennes régulières. Des périmètres d'exclusion. Des employés qui arrivent, travaillent, repartent, souvent sans connaître l'ensemble du puzzle. Des contrats cloisonnés, des mots de code, des zones d'accès superposées. Une personne peut passer 10 ans dans un endroit hautement secret sans savoir ce que fait le hangar d'à côté. C'est beaucoup moins spectaculaire qu'un complot mondial.
et beaucoup plus efficace. Demandez-vous ce que voit réellement un technicien sur un site pareil. Peut-être un panneau, une pièce, une section d'aile, un revêtement qu'il ne doit pas toucher sans protection, une procédure de nettoyage inhabituelle, une caisse numérotée sans origine apparente. Il n'a pas le tableau complet. Le pilote ne l'a pas non plus. L'ingénieur non plus. Le génie du secret moderne, ce n'est pas d'interdire toute information, c'est de la fragmenter jusqu'à ce qu'elle cesse d'avoir un sens pour ceux qui la possèdent. Et ce modèle n'a pas vieilli. Au contraire, il est devenu la norme de tout ce qui touche au programme à accès spécial. La zone 51 n'est donc pas seulement un lieu protégé, c'est une école de la fragmentation. Et plus vous regardez cette mécanique, plus une idée étrange s'impose. Le site est peut-être encore classifié, non pas parce qu'il y a quelque chose d'unique derrière les clôtures aujourd'hui, mais parce qu'il continue d'être utile comme théâtre. Un théâtre d'essai, un théâtre de mise en scène, un théâtre de confusion contrôlée, un endroit où l'on peut tester non seulement des objets physiques, mais aussi la manière dont ils apparaissent aux autres, à l'œil nu, aux jumelles, aux satellites, aux radars, aux récits. C'est capital. Un appareil n'existe jamais seul. Il existe dans le regard de celui qui tente de le détecter, de l'identifier, de le classifier. En ce sens, Groom Lake a pu devenir pendant des décennies un laboratoire de perception, autant qu'un laboratoire d'aéronautique. Prenez l'exemple de la furtivité. Ce mot évoque souvent une simple invisibilité radar. C'est plus riche que ça. La furtivité, c'est une négociation avec les sens de l'adversaire. Réduire une signature ici, déplacer un reflet là, gérer la chaleur, le bruit, la forme, l'émission électronique, parfois même l'incertitude interprétative. Faire en sorte qu'un objet soit vu trop tard, mal classé ou confondu avec autre chose. Vous sentez comme on se rapproche de la frontière entre ingénierie et illusion? C'est précisément pour cela que la zone 51 reste si fascinante. Elle se tient au point exact où la science militaire commence à ressembler, pour le profane, à de la magie. Mais il y a un détail encore plus dérangeant. Lorsqu'un site reste secret longtemps, il ne protège pas seulement ce qu'il produit. Il protège aussi ce qu'il a appris à faire des gens. Je ne parle pas seulement des employés, je parle de nous, du public, des journalistes, des curieux, des croyants, des sceptiques. La base a vécu assez longtemps pour comprendre un mécanisme psychologique fondamental. Face à un vide d'information, l'esprit humain ne reste jamais immobile. Il remplit, il invente, il complète, il projette. Certains y mettent des extraterrestres, d'autres y mettent des armes absolues, d'autres encore y mettent la preuve que tout est mensonge. Et pendant que chacun habille le vide à sa manière, le vide, lui, continue de travailler pour le secret. Voilà pourquoi les autorités n'ont jamais eu besoin d'éteindre totalement la légende. La légende est utile. Elle agit comme un brouillard volontairement imparfait, trop absurde pour les analystes sérieux, trop séduisante pour disparaître, trop bruyante pour laisser entendre les questions plus importantes. Quelles technologies ont réellement transité par là après les programmes déjà admis? Quels essais ont servi à préparer non pas la guerre d'hier, mais celle de demain? Quelles méthodes de détection, de brouillage, d'observation, de tromperie y ont été raffinées pendant que le monde riait des petits hommes verts? Ce sont ces questions-là qui font mal, pas parce qu'elles promettent des révélations cosmiques, parce qu'elles ramènent tout à la Terre, donc au pouvoir. Et ici, un autre mythe tombe. Beaucoup de gens imaginent que la classification est un réflexe archaïque, une vieille habitude bureaucratique héritée de la guerre froide.
Or, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les institutions de sécurité. Un secret coûte cher. Il immobilise du personnel, du droit, des infrastructures, des procédures. On ne protège pas indéfiniment quelque chose par simple nostalgie. Si la structure du secret perdure, c'est qu'elle reste utile, pas forcément à l'identique. Peut-être que les avions ont changé. Peut-être que certains essais ont migré vers d'autres sites. Peut-être que Groom Lake ne concentre plus tout ce qu'il a concentré autrefois. Mais la persistance même du régime d'opacité indique que l'endroit conserve une valeur stratégique, méthodologique ou symbolique suffisante pour justifier cette protection. Et puis, il y a cette chose qu'on oublie toujours. Un programme noir n'est jamais seulement une machine. C'est une chaîne complète, des matériaux exotiques à la maintenance, des procédures de vol à la récupération des données, des mesures de sécurité au récit public qui devra absorber, détourner ou dissoudre d'éventuels témoignages. En d'autres termes, une base comme la zone 51 peut servir à fabriquer bien plus qu'un aéronef. Elle peut servir à fabriquer un comportement institutionnel face à l'inconnu. Comment nier sans mentir directement? Comment admettre sans révéler? Comment laisser filtrer juste assez d'histoire pour paraître transparent tout en protégeant la logique profonde du système? Là, on n'est plus très loin d'un art, et c'est précisément ce que révèle l'évolution de la communication officielle. Pendant des décennies, silence. Puis, quand certains pans deviennent inoffensifs, on déclassifie. On reconnaît le rôle du site dans le U2. On parle de l'A12. On sourit sur les ovnis. On humanise un peu l'histoire. On donne au public une vérité réelle, mais contenue. Pas fausse, pas totale. Une vérité calculée. Comme si l'on ouvrait un rideau, mais seulement sur la scène d'hier, pendant que celle d'aujourd'hui reste dans l'ombre. Et il faut reconnaître que cette méthode est brillante, parce qu'elle produit un effet de soulagement. Le public se dit « Voilà, enfin, on sait », alors qu'en réalité, il sait surtout ce qu'on estime ne plus devoir protéger. Plus on avance, plus la vraie question change de forme. Au début, on demande « Qu'est-ce qu'il cache ?» Puis on comprend que ce n'est pas la bonne formulation. La bonne question devient « Qu'est-ce qu'ils considèrent encore comme exploitable par un adversaire, même des décennies plus tard ?» Et soudain, tout prend une autre couleur. Un ancien dessin d'aile peut renseigner sur une philosophie de conception. Un vieux carburant peut trahir une enveloppe de vol. Un protocole de sécurité peut révéler le niveau de sensibilité d'un système jamais nommé. Un plan de circulation sur une base peut dévoiler des habitudes qui n'ont pas disparu. Le passé n'est pas mort. Dans ce genre d'endroit, il sert encore. C'est peut-être la raison la plus froide de toutes. La classification de la zone 51 protège des continuités. Pas seulement des secrets ponctuels, mais une lignée technique. Une manière de penser l'avance. Une méthode d'expérimentation hors champ. Une culture institutionnelle où l'échec doit rester invisible jusqu'à devenir un jour une supériorité opérationnelle. Et ça, contrairement à une rumeur d'autopsie extraterrestre, c'est crédible. C'est même banal au sens terrible du terme. C'est ainsi que les grandes puissances travaillent lorsqu'elles ne veulent pas être rejointes. Alors pourquoi la zone 51 est-elle toujours classifiée? Parce qu'un secret aussi durable n'est jamais entretenu pour le folklore. Parce qu'un désert peut servir de mur, mais aussi de laboratoire. Parce qu'un hangar peut abriter un appareil, mais aussi une doctrine. Parce que le droit lui-même a été mobilisé non pour protéger un simple lieu, mais pour empêcher que des fragments apparemment secondaires ne recomposent un tableau d'ensemble. Parce qu'enfin, le public a passé des décennies à demander s'il y avait là-bas quelque chose de non humain, alors que la réponse la plus inquiétante était peut-être beaucoup plus simple. Oui,
quelque chose de parfaitement humain, l'ambition. Et pourtant, le plus dérangeant n'est peut-être ni dans les avions, ni dans les fosses, ni dans les exemptions présidentielles. Le plus dérangeant, c'est autre chose. C'est ce qui arrive quand un État devient si bon pour fabriquer des apparitions qu'il finit par brouiller la frontière entre le secret militaire et le phénomène inexpliqué. Parce qu'à ce moment-là, une question surgit, bien plus dangereuse que toutes les autres. Et si une partie des mystères modernes du ciel n'était pas venue d'ailleurs, mais d'ici, testée dans ce désert, perfectionnée dans l'ombre, puis relâchée dans le monde comme une énigme sans signature? Et si une partie des mystères du ciel n'avait jamais eu besoin d'étoiles lointaines, parce qu'elles naissaient ici, sur Terre, dans un désert où l'on fabriquait précisément des objets destinés à ne pas ressembler à ce qu'ils étaient? C'est là que l'histoire devient presque cruelle. Pendant des décennies, le public a séparé deux mondes, comme s'ils n'avaient rien à voir. D'un côté, les ovnis, les lumières impossibles, les triangles noirs, les objets sans identité nette. De l'autre, les programmes militaires, les prototypes, les avions espions, la furtivité, les essais secrets. Mais si cette séparation elle-même était une illusion, si le génie réel de la zone 51 avait consisté à faire en sorte qu'un engin humain soit perçu comme un phénomène non humain, pas forcément par un mensonge direct, par quelque chose de beaucoup plus élégant, par un écart de connaissance. Imaginez un pilote militaire apercevant, à distance, un appareil dont il ignore l'existence. L'objet ne suit pas les silhouettes familières, sa surface ne renvoie pas la lumière comme prévu. Son comportement radar est étrange, son bruit arrive mal, ou trop tard, ou pas du tout. Il semble glisser plutôt que voler. Il disparaît sur fond sombre. Il reparaît dans un angle absurde. Le témoin n'est pas idiot. Au contraire, c'est parfois un professionnel entraîné. Mais même un professionnel voit avec ce qu'il connaît. Et si ce qu'il regarde appartient à une catégorie tenue hors du monde connu, alors il lui manque le dictionnaire pour nommer ce qu'il voit. À cet instant précis, le secret militaire et le phénomène inexpliqué cessent d'être deux histoires différentes. Ils deviennent la même. C'est peut-être pour cela que la zone 51 reste protégée avec une telle obstination. Pas seulement parce qu'elle a abrité des engins avancés, mais parce qu'elle a participé à la fabrication d'objets capables de produire de la confusion authentique. Et la confusion authentique est une ressource stratégique exceptionnelle. Un appareil que l'adversaire ne comprend pas à temps est déjà en partie victorieux. Un objet qu'il détecte mal, classe mal, décrit mal, contre lequel il ne sait même pas quel manuel ouvrir, possède une avance qui dépasse la pure technologie. Il possède une avance cognitive. Voilà pourquoi la frontière entre secret et mystère est beaucoup plus fine qu'on ne le croit. Le public adore penser qu'un mystère est soit surnaturel, soit mensonger. En réalité, certains mystères sont simplement techniques, trop en avance, trop bien cachés à l'intérieur d'un appareil d'État conçu pour fragmenter l'information. Et lorsque la technique dépasse le cadre ordinaire de perception, elle devient, pour ceux qui la rencontrent sans contexte, une énigme presque métaphysique. On entre dans une zone étrange, où un revêtement absorbant, une forme furtive, une signature thermique réduite et une doctrine de vol inhabituelle peuvent produire l'équivalent psychologique d'une apparition. Le plus inquiétant, c'est que cette ambiguïté n'est pas seulement tolérée. Elle peut être utile, parce qu'un adversaire qui pense avoir vu quelque chose d'impossible perd un temps précieux. Il doute de ses capteurs, il doute de ses pilotes, il doute de ses analystes. Il se demande s'il s'agit d'une tromperie,
d'une erreur, d'un saut technologique ou d'autres choses encore. Et dans les affaires militaires, le doute coûte cher. Il coûte des budgets, des doctrines, des nuits sans sommeil, des décisions retardées. L'arme parfaite n'est pas toujours celle qui détruit. Parfois, c'est celle qui brouille. Regardez comment l'histoire du site a toujours flirté avec cette logique. Le U-2 a semblé impossible parce qu'il volait à une altitude que le public ne concevait pas. La 12 paraissait presque irréelle parce que ses performances appartenaient à un horizon que la plupart des gens n'avaient jamais imaginé. La furtivité, elle, a ajouté quelque chose de plus troublant encore. Des avions conçus non pour être beaux, ni même d'abord pour être élégants, mais pour manipuler le regard des systèmes ennemis. En d'autres termes, la technologie ne cherchait plus seulement à aller plus vite ou plus haut. Elle apprenait à être mal vue. Quelle idée étrange, presque philosophique. Construire un objet pour qu'il existe physiquement, mais qu'il n'existe pas correctement dans la perception adverse. À partir de là, certaines rumeurs cessent d'être ridicules et deviennent intéressantes. Pas les histoires de cadavres dans des congélateurs, non. Celles-là font beaucoup de bruit et n'apprennent pas grand-chose. En revanche, les récits de triangles silencieux, d'objets trop sombres, de silhouettes qui paraissent avaler la lumière, d'engins qui semblent flotter avant d'accélérer d'une manière difficile à estimer, ces récits-là posent une question sérieuse. Non pas « sont-ils extraterrestres ?», mais « que devient un prototype humain lorsqu'il est observé sans contexte, de nuit, à distance, dans une culture déjà saturée d'images d'ovnis ?» Et soudain, la zone 51 n'est plus seulement un lieu de fabrication. Elle devient un producteur d'images mentales, un moteur à mythes involontaires, ou pire, semi-volontaires. Car il faut bien poser la question jusqu'au bout. Est-ce que certaines ambiguïtés ont pu être laissées vivre parce qu'elles arrangeaient tout le monde ? Les témoins obtenaient leurs frissons cosmiques. Les autorités gardèrent le silence. Les ingénieurs continuaient leurs essais. Les curieux parlaient d'extraterrestres, pendant que les vrais spécialistes cherchaient désespérément des angles de réflexion radar, des signatures électromagnétiques, des profils thermiques, des fenêtres de vulnérabilité. Le désert, lui, encaissait tout. Les croyances, les erreurs, les essais ratés, les inventions, les peurs. Un immense coffre, oui. Mais un coffre qui renvoyait aussi des ombres sur le mur. Et pourtant, il faut rester honnête. Tout n'est pas explicable par Groom Lake. Tout n'est pas un prototype américain. Tout n'est pas une confusion sur fond de secret. Ce n'est pas une confusion sur fond de secret. Ce serait trop simple et presque aussi confortable que l'hypothèse extraterrestre. Il existe des cas d'observation mal documentés, des erreurs de perception banales, des phénomènes atmosphériques, des artefacts de capteurs, des récits amplifiés par la mémoire, et aussi, parfois, des événements qui demeurent simplement non résolus. Non résolu ne veut pas dire venu d'ailleurs. Cela veut juste dire que les données sont insuffisantes. Et cette nuance est essentielle, car elle nous protège de deux pièges à la fois, le délire total et le scepticisme paresseux. La zone 51 prospère justement dans cet entre-deux. Elle vit là où la certitude s'effondre. Vous n'avez pas de preuve absolue d'un vaisseau extraterrestre ? Très bien. Vous n'avez pas non plus accès aux programmes les plus sensibles ? Très bien aussi. Il reste alors un espace gigantesque, un vide presque irritant, où s'accumulent les hypothèses. Et c'est dans cet espace que les programmes noirs respirent le mieux. Parce qu'un public qui manque d'éléments oscille sans cesse entre fascination et ridicule. Il ne sait pas où poser son sérieux. Il rit, puis il doute, puis il se passionne, puis il abandonne.
Pendant ce temps, les pistes continuent de vivre. Un détail mérite qu'on s'y attarde. Le mot « classifié » donne souvent l'impression d'un secret passif, quelque chose qu'on met dans une armoire et qu'on verrouille. Mais dans un lieu comme la zone 51, la classification est active. Elle travaille. Elle trie qui sait quoi. Elle règle quels capteurs sont autorisés, quelles procédures apparaissent sur quel réseau, quel contrat mentionne quelle fraction de la réalité, quelles personnes peuvent se rencontrer, quelles autres doivent rester séparées. Ce n'est pas un couvercle, c'est une architecture. Et cette architecture peut produire un phénomène étrange. Même au sein du système, très peu de gens voient l'ensemble. Imaginez maintenant ce que cela signifie pour le monde extérieur. Nous ne regardons pas seulement un secret. Nous regardons un secret conçu par des gens qui savent parfaitement comment les regards fonctionnent. Des ingénieurs? Oui. Des militaires? Oui. Mais aussi des spécialistes de la sécurité, du cloisonnement, de la narration minimale, de la gestion du risque d'exposition. Autrement dit, même les rares choses que l'on aperçoit ont déjà traversé une jungle de filtres. Ce que le public appelle « mystère » n'est peut-être alors que le résidu visible d'un système pensé pour ne presque rien laisser émerger de compréhensible. C'est pour cela que le désert fascine autant, parce qu'il donne l'impression qu'on pourrait voir. La route s'arrête quelque part, les montagnes existent, les mirages bougent, les clôtures sont réelles, le ciel est vaste. On se dit qu'avec de bonnes jumelles, une caméra, un peu de patience, un jour, on surprendra enfin le cœur du secret. Mais c'est une illusion de géographie. Le vrai verrou n'est pas dans le paysage, il est dans l'interprétation. Vous pouvez photographier un point sombre très loin. Et alors, est-ce un appareil déjà connu? Un leurre? Un transfert logistique? Un test incomplet? Une maquette? Un angle trompeur? Un objet qu'on vous laisse précisément voir parce qu'il détourne l'attention d'autre chose? Dans cet univers, le visible n'est qu'un appât si le contexte reste manquant. Il y a même quelque chose d'ironiquement moderne dans tout cela. Nous vivons à une époque obsédée par l'image, convaincus que montrer, c'est prouver. Or, la zone 51 rappelle exactement l'inverse. Une image sans contexte n'éclaire pas toujours. Elle peut obscurcir davantage. Une silhouette furtive photographiée à grande distance n'est pas une révélation. C'est parfois le début d'un nouveau mythe. Et les mythes sont des alliés précieux pour les infrastructures du secret, surtout lorsqu'ils divisent ceux qui les observent entre croyants exaltés et moqueurs automatiques. Les uns discréditent le sujet par excès de passion, les autres le neutralisent par excès d'ironie. Résultat, la question sérieuse reste au milieu, abandonnée. Cette question sérieuse, la voici. Et si la zone 51 avait contribué à inventer des technologies dont le principal effet n'était pas seulement de voler mieux, mais de rendre obsolète la manière même dont nous identifions ce qui vole? Là, on touche à quelque chose de beaucoup plus profond. Identifier un aéronef, ce n'est pas simplement voir une forme, c'est reconnaître une logique, une aile, une poussée, un bruit, une trajectoire, un comportement dans un environnement donné. Mais qu'arrive-t-il quand la logique de conception change si radicalement que le vieil instinct d'identification tombe en panne? Vous obtenez des témoins sincères, incapables de décrire autre chose que l'étrangeté. C'est peut-être là le véritable héritage de Groom Lake. Pas seulement des avions secrets, mais une rupture dans le contrat entre le ciel et l'œil humain. Pendant des siècles, ce qui volait restait lisible. Oiseaux, ballons, avions, hélicoptères. Même étrange, l'objet appartenait à une famille. Puis sont arrivés des engins conçus pour tromper les instruments,
perturber l'intuition, défier la silhouette attendue. Et tout à coup, le ciel s'est mis à contenir des choses parfaitement terrestres mais psychologiquement aliens. Vous sentez la perversité du mot ? Alien ne veut pas forcément dire extraterrestre, il veut dire étranger, radicalement étranger à nos catégories. Or, c'est précisément ce que produisent les grandes ruptures technologiques lorsqu'elles naissent dans le secret. Alors pourquoi classer encore ? Parce qu'une fois qu'un État a appris à produire ce type d'étrangeté, il ne protège plus seulement des objets, il protège une compétence. La compétence de sortir du cadre perceptif de l'adversaire. La compétence de créer du retard cognitif. La compétence de faire en sorte qu'un événement observé ne devienne pas immédiatement une connaissance utilisable. Et cette compétence, dans le monde contemporain, vaut de l'or. Elle vaut plus qu'un prototype unique, plus qu'un hangar, plus qu'une photo volée. Elle peut traverser les décennies, migrer d'un programme à l'autre, d'un avion à un drone, d'un capteur à un autre, d'une plateforme pilotée à un système autonome. À ce stade, une hypothèse plus dérangeante encore apparaît. Et si la zone 51 ne servait pas seulement à cacher ce qui existe déjà, mais aussi à tester la réaction du monde face à ce qu'il ne sait pas nommer. Autrement dit, et si le site avait parfois fonctionné comme un laboratoire social involontaire, un endroit où l'on observe non seulement les performances d'un appareil, mais les récits qu'il déclenche, les erreurs qu'il provoque, les classifications maladroites qu'il arrache à ceux qui le voient, ce n'est pas impossible. Après tout, dans le domaine militaire, connaître la réaction de l'adversaire à une nouveauté est presque aussi précieux que la nouveauté elle-même. Imaginez la scène. Un appareil expérimental traverse brièvement un espace où il peut être perçu par des yeux non initiés. On récupère les signaux radars, les témoignages éventuels, les comptes rendus, les erreurs d'identification. On apprend quelque chose. Pas seulement sur la machine, sur le regard humain, sur les réflexes institutionnels, sur la vitesse à laquelle une anomalie est banalement rejetée ou au contraire gonflée en récits incontrôlables. Si cette hypothèse vous semble trop cynique, souvenez-vous simplement de ceci. Les programmes les plus sensibles ne cherchent pas seulement à savoir si un objet vole. Ils cherchent à savoir comment il existe dans l'écosystème complet de détection, de récit et de décision. Et voilà le retournement. Peut-être que la zone 51 n'est pas classifiée malgré les mythes. Peut-être qu'elle reste classifiée parce qu'elle se nourrit aussi de ce que les mythes permettent de masquer. Le folklore n'est plus un parasite. Il devient une couche supplémentaire d'isolation. Plus le public se dispute sur les extraterrestres, moins il interroge sérieusement les vraies continuités technologiques, doctrinales et psychologiques que protège le site depuis des décennies. Le plus troublant, cependant, n'est pas encore là, car si l'on pousse cette logique jusqu'au bout, une idée presque vertigineuse surgit. Le secret le mieux gardé de la zone 51 n'est peut-être pas ce qu'on y teste, c'est peut-être ce qu'elle a appris sur nous, sur la manière dont nous transformons une ombre en croyance, un bruit en cosmologie, une lumière en religion moderne, sur la vitesse avec laquelle un vide d'information devient une machine à fantasmes. Et si c'était cela, la plus grande réussite du désert, non seulement fabriquer des engins en avance, mais apprendre, à force de silence, à piloter l'imagination des autres. À partir de là, la question change une dernière fois. Elle n'est plus seulement « que cache-t-il ?» Elle devient « que sommes-nous capables d'inventer pour combler ce qu'il cache ?» Et dans ce renversement se trouve quelque chose d'infiniment plus dangereux qu'une simple théorie du complot. Car un État qui sait travailler le mystère
n'a pas besoin de raconter de grosses fictions. Il lui suffit de connaître le vide, puis de nous laisser faire le reste. Et ce n'est toujours pas la partie la plus sombre. Parce qu'au-delà des avions, des ombres et des faux airs d'ovnis, il reste une dernière couche, bien plus froide. Celle où la zone 51 cesse d'être seulement une base pour ressembler à un miroir. Un miroir où l'on voit à quel point la puissance moderne ne règne pas seulement sur la matière, mais aussi sur la perception, sur le doute, sur le récit lui-même. Et quand un lieu commence à contrôler non seulement ce qu'on peut savoir, mais même la forme de ce qu'on imagine, alors le secret change de nature. Il ne cache plus seulement le réel, il commence à fabriquer le possible. Et c'est peut-être là que la zone 51 devient la plus difficile à raconter honnêtement. Tant qu'on la traite comme une simple base, on reste dans un vocabulaire confortable. Des clôtures, des hangars, des pistes, des gardes, des avions qu'on n'a pas le droit de voir. Tout cela est déjà impressionnant, mais encore familier. Un État protège un site sensible, rien de plus. Pourtant, ce cadre craque dès qu'on observe ce que le lieu représente vraiment dans l'imaginaire moderne. La zone 51 n'est plus seulement un point sur une carte. Elle est devenue un organe du mystère contemporain, un endroit où la puissance ne se contente pas de construire des machines. Elle apprend à contrôler le délai entre l'existence d'une chose et sa compréhension par le reste du monde. Ce délai, voilà le vrai trésor. Car il faut bien comprendre ce qu'une avance technologique signifie réellement. On croit souvent qu'il s'agit de posséder un objet plus rapide, plus discret, plus précis. C'est vrai, mais seulement au premier niveau. Au second, plus profond, il s'agit de posséder un temps que les autres n'ont pas, le temps pendant lequel l'adversaire ignore ce que vous savez faire, le temps pendant lequel ses doctrines, ses capteurs, ses hypothèses, ses modèles mentaux travaillent encore sur le monde d'hier, alors que vous êtes déjà entré dans celui de demain. Et un site comme Groom Lake, s'il a bien servi pendant des décennies à créer ce décalage, mérite alors son opacité non pas malgré le progrès, mais précisément à cause de lui. Le plus saisissant, c'est que cette logique ne concerne pas seulement les armes. Elle concerne la manière dont la réalité devient crédible. Une technologie peut exister, fonctionner, voler, être mesurée, produire des effets, et pourtant rester incroyablement difficile à croire pour ceux qui n'en possèdent pas les repères. Regardez l'histoire de l'aviation secrète américaine. À plusieurs reprises, des appareils ont semblé presque absurdes pour l'époque où ils naissaient. Trop haut, trop rapide, trop invisible, trop anguleux, trop étranger à l'idée ordinaire de ce qu'un avion devait être. Et chaque fois, le monde a eu un temps de retard. Pas seulement sur la machine, sur la possibilité même de la machine. C'est pour cela que la classification n'est pas une simple fermeture. C'est une mise en scène du retard. Un art de laisser l'extérieur vivre encore dans un récit ancien, pendant que l'intérieur travaille déjà à un récit nouveau. Et plus on y pense, plus cette mécanique ressemble à quelque chose de très ancien, presque mythologique. Dans les contes, les dieux ne gagnent pas toujours parce qu'ils sont plus forts. Ils gagnent parce qu'ils voient plus loin, plus tôt, plus haut. La zone 51, débarrassée de ces clichés de science-fiction, ressemble finalement à une version bureaucratique de ce vieux privilège divin. Voir avant les autres. Mais la comparaison a une limite, et elle est importante. Les dieux n'ont pas de compte à rendre. Les États, en théorie, si. Voilà le nœud le plus inconfortable de toute l'histoire. À partir du moment où un site secret devient si central qu'il peut échapper pendant des décennies à la connaissance normale du public, une question politique apparaît. Pas une question spectaculaire,
pas une question à musique dramatique, une question lente, presque froide. Combien de secrets une démocratie peut-elle absorber sans se transformer silencieusement? Nous adorons romantiser les programmes noirs quand ils donnent naissance à des avions presque impossibles. Mais dès qu'on déplace le regard, quelque chose grince. Derrière la prouesse, il y a des budgets opaques, des chaînes de décision invisibles, des travailleurs exposés à des risques mal connus, des recours juridiques neutralisés, des zones d'ombre où l'intérêt stratégique se met à peser plus lourd que l'explication publique. Et c'est ici que la zone 51 cesse d'être seulement fascinante. Elle devient dérangeante, parce qu'un secret d'État n'est jamais neutre. Il protège, oui. Il protège parfois nécessairement. Il serait naïf de prétendre qu'un pays peut révéler librement ses technologies les plus sensibles au moment même où ses rivaux cherchent à les copier ou à les contrer. Personne de sérieux ne pense cela. Mais le secret a aussi un prix. Et ce prix est souvent payé par ceux dont on parle le moins. Des employés qui ne savent pas à quoi ils ont été exposés. Des citoyens qui ne peuvent pas distinguer la légitime protection du réflexe bureaucratique. Des institutions qui apprennent, à force, que le silence prolongé est plus facile que l'explication limitée. Et lentement, presque sans bruit, une culture se forme. Une culture dans laquelle l'exception cesse d'être exceptionnelle. La zone 51, dans ce sens, agit comme un miroir grossissant. Elle montre ce que devient le pouvoir moderne lorsqu'il se déplace loin des centres visibles, loin des caméras, loin des mécanismes ordinaires de vérification, et qu'il s'installe dans un espace où tout ou presque peut être justifié par un mot redoutable, sécurité. Ce mot n'est pas vide. Il désigne parfois des menaces réelles, des équilibres stratégiques fragiles, des technologies qui ne doivent effectivement pas tomber dans les mauvaises mains. Mais utilisé trop longtemps, trop largement, trop rituellement, il finit par produire une atmosphère particulière. Une atmosphère où le public ne sait plus très bien ce qu'il doit respecter, ce qu'il doit questionner, ce qu'il doit seulement deviner. Et c'est peut-être pour cela que le site nous obsède tant. Pas parce qu'il cacherait forcément l'impossible, mais parce qu'il rend visible une vérité plus profonde. Le pouvoir contemporain adore travailler à la frontière du visible et du lisible, montrer assez pour que l'existence ne puisse plus être niée, cacher assez pour que l'interprétation reste verrouillée, laisser circuler assez de rumeurs pour que les certitudes se fragmentent, déclassifier assez d'histoires pour donner le sentiment qu'on a enfin compris, puis recommencer, plus loin, plus haut, plus discrètement. Si l'on résume brutalement, la zone 51 est moins un trou noir qu'un filtre. Tout ce qui y passe change de statut. Un avion y entre comme projet, en sort parfois des années plus tard comme révolution admise, ou disparaît pour toujours dans les couches profondes du secret. Un témoignage y entre comme observation, en ressort comme rumeur, théorie, moquerie, fascination. Un problème sanitaire y entre comme plainte humaine, en ressort comme dossier juridiquement comprimé. Une clôture y entre comme mesure de sécurité, en ressort comme symbole mondial. Peu d'endroits au monde réussissent une telle alchimie, transformer de l'infrastructure militaire en mythe durable. Et pourtant, plus le mythe gonfle, plus une vérité très simple revient, obstinée, presque sèche. Tout cela existe pour gagner un avantage humain sur d'autres humains. C'est là que le rêve extraterrestre devient presque une politesse, parce qu'il permet d'échapper à la banalité terrifiante du réel. Il est plus confortable, au fond, d'imaginer un vaisseau tomber du ciel que d'accepter l'idée d'un système patient, méthodique, financé,
administré, capable pendant des décennies de convertir le désert en accélérateur de puissance. Des visiteurs venus d'ailleurs, c'est romanesque. Des ingénieurs, des militaires, des juristes, des logisticiens, des protocoles d'accès, des signatures radars, des chaînes de maintenance, des budgets noirs et des fosses où brûlent des matériaux qu'on ne nomme pas, c'est moins poétique. Mais c'est bien plus plausible. Et sans doute bien plus important. Il y a d'ailleurs une ironie superbe dans cette histoire. Les gens lèvent les yeux vers le ciel en espérant y trouver la réponse, alors qu'une grande partie de la vérité se niche plus bas, dans la paperasse, la procédure, la doctrine, la manière dont un site est protégé, décrit, nié, recouvert, exempté, segmenté. On cherche une lumière étrange, alors que l'indice décisif est parfois une phrase juridique d'apparence glaciale. On attend l'objet fantastique, alors que le cœur du mystère est peut-être dans le système qui rend possible l'existence durable de tels objets sans obligation d'explication publique. En somme, nous cherchons le monstre, alors que le monstre, s'il existe, ressemble peut-être à un formulaire classifié. Et ce monstre-là est extraordinairement moderne. Car le véritable pouvoir de la zone 51 ne tient pas seulement aux technologies testées sur ces pistes. Il tient à la pédagogie silencieuse qu'elle nous impose. Elle nous apprend, malgré nous, que le monde contemporain n'est pas toujours organisé pour être compris au moment où il se produit. Elle nous apprend qu'il existe des couches de réalité auxquelles le citoyen n'accède qu'avec retard, parfois avec des décennies de retard, parfois jamais. Elle nous apprend que l'histoire officielle n'est pas nécessairement fausse lorsqu'elle arrive, mais qu'elle arrive souvent après avoir cessé d'être dangereuse. Et surtout, elle nous apprend quelque chose d'encore plus troublant. Même dans une société saturée d'images, de satellites, de fuites d'informations, de réseaux et d'archives numériques, il reste possible de protéger des zones entières de signification. Pas forcément des murs invisibles, pas forcément des objets impossibles à photographier, mais du sens, du contexte, de la lecture correcte. Et dans le fond, n'est-ce pas cela la forme la plus aboutie du secret? Non pas empêcher le monde de voir, mais l'empêcher de comprendre à temps. À partir de là, la question « Pourquoi la zone 51 est-elle toujours classifiée ?» change définitivement de nature. Elle ne renvoie plus simplement à une base américaine célèbre. Elle devient une question sur la structure même de la puissance. Pourquoi certains lieux restent-ils opaques? Parce que les grandes puissances vivent d'écarts. Écarts de vitesse, de capteurs, de traitement, d'analyse, d'anticipation, de récit. Or, ces écarts ne se maintiennent pas seulement avec des machines. Ils se maintiennent avec des sanctuaires, des lieux où l'on peut essayer, échouer, corriger, brûler, effacer, recommencer, sans témoin extérieur, sans interprétation prématurée, sans que le monde n'apprenne au moment critique ce qui est en train de naître. Et soudain, le désert prend un autre visage. Ce n'est plus une page vide, c'est une membrane, un espace entre deux temps, celui où une chose n'est encore qu'une possibilité secrète et celui où elle deviendra, peut-être, un jour, une évidence historique. Entre les deux, il y a la zone 51. Ou plutôt, il y a ce qu'elle symbolise, le territoire où l'avenir a le droit d'exister sans explication. C'est vertigineux, parce que cela touche à quelque chose de très intime dans notre rapport au monde. Nous aimons croire que le réel est immédiatement disponible, qu'avec assez de curiosité, de recherche et de bonne volonté, tout finit par se laisser comprendre. La zone 51 contredit cette confiance. Elle murmure autre chose. Elle dit que certaines réalités sont intentionnellement maintenues dans un état intermédiaire, assez présentes pour être ressenties, trop fragmentées pour être pleinement connues. Pas des fantômes,
pas des mensonges purs. Quelque chose de plus troublant, des vérités incomplètes, maintenues à distance. Et c'est précisément pour cela qu'elle continuera sans doute à nous hanter, même si un jour de nouvelles archives s'ouvrent, même si l'on confirme encore quelques programmes passés, même si l'histoire du site devient un peu plus claire, car le mystère profond ne disparaîtra pas. Le mystère profond n'est plus « Qu'y avait-il derrière cette porte ?» Le mystère profond est devenu « Combien de portes existent encore ailleurs ?» selon la même logique, hors de portée de notre imagination présente. Autrement dit, la zone 51 n'est pas seulement un secret sur le passé. C'est une leçon sur le présent, et peut-être un avertissement sur le futur. Car si le XXe siècle a utilisé ce désert pour perfectionner l'avion espion, la furtivité et l'expérimentation noire, alors le XXIe siècle pourrait l'utiliser, ou utiliser d'autres lieux bâtis sur le même modèle, pour des domaines encore plus difficiles à saisir intuitivement. Systèmes autonomes, guerre électronique avancée, fusion de capteurs, leurre cognitif, contrôle des signatures dans des environnements saturés, simulation d'anomalies, manipulation du temps de réaction adverse. Tout cela sonne presque abstrait. C'est précisément le problème. Plus la technologie devient décisive, plus elle se dérobe à l'imagination ordinaire. Et plus elle s'y dérobe, plus les sanctuaires du secret deviennent utiles. Alors non, la zone 51 n'est probablement pas classifiée, parce qu'un petit groupe d'hommes sinistres garde au congélateur la réponse cosmique à l'origine de l'univers. La vérité est plus froide, plus fine, plus crédible. Elle reste classifiée parce qu'elle se trouve au croisement de 4 choses qu'un État protège toujours, avec une brutalité particulière: l'avance technique, la méthode d'essai, l'interprétation correcte de ce qui est observé, et le droit de garder invisible tout ce qui relie encore le passé au présent. Le lieu, au fond, n'est que la surface. Ce qui compte vraiment, c'est la continuité du mécanisme. Et peut-être que la dernière ironie se cache ici. Nous avons passé des décennies à demander si la zone 51 cachait quelque chose d'inhumain, alors que la réponse la plus sérieuse est peut-être exactement l'inverse. Ce qu'elle révèle, si l'on regarde bien, c'est quelque chose de profondément humain. Notre obsession de l'avance, notre volonté de voir sans être vu, notre talent pour transformer la peur en méthode, le doute en ressource, l'inconnu en avantage stratégique. En un sens, le plus étrange dans cette histoire n'est pas ce qui pourrait venir d'ailleurs. C'est ce que nous sommes capables de fabriquer ici, puis d'envelopper d'un silence si dense qu'il finit par ressembler à du surnaturel. Et c'est là que le cercle se referme. Le désert ne parle pas. Ce sont les hommes qui parlent autour de lui, les ufologues, les militaires, les sceptiques, les journalistes, les passionnés d'aviation, les juristes, les anciens employés, les rêveurs, les cyniques. Chacun y projette son langage, mais le sable, lui, ne dit rien. Il garde les traces jusqu'à ce que le vent les efface. C'est peut-être pour cela que la zone 51 semble si puissante, parce qu'elle unit 2 forces très différentes, la technique la plus avancée et le silence le plus ancien. Une piste d'atterrissage au milieu d'un paysage qui aurait pu exister il y a 1000 ans. Un laboratoire du futur posé dans une géologie qui n'a pas besoin de nous. L'acier et le sel, le calcul et le vide, le secret et l'éternité minérale. Face à cela, nous faisons ce que les humains font depuis toujours. Nous racontons des histoires. Et parfois, ces histoires nous protègent de vérités plus difficiles. Parfois, elles nous égarent. Parfois, elles nous aident à approcher l'inapprochable.
Peut-être que les récits d'OVNI autour de la zone 51 n'ont pas été seulement une erreur collective. Peut-être qu'ils ont été une manière maladroite, poétique, presque instinctive de dire ceci. Il existe dans le monde des choses réelles qui dépassent temporairement nos catégories. Pas forcément parce qu'elles viennent des étoiles, parce qu'elles arrivent trop tôt. La vraie question n'est donc pas de savoir si la zone 51 abrite encore un secret. Bien sûr qu'elle en abrite, d'une manière ou d'une autre. La vraie question est plus intime. Que ressentons-nous quand nous acceptons qu'une partie du réel nous soit délibérément retirée? De la colère? De la fascination? Du soulagement? Une étrange excitation? Peut-être un mélange de tout cela. Et ce mélange, au fond, dit autant sur nous que sur la base elle-même, parce qu'un secret durable ne survit pas seulement grâce aux clôtures, il survit aussi parce qu'il touche quelque chose de très profond dans l'esprit humain. Notre besoin de croire qu'il existe encore des lieux interdits, des cartes incomplètes, des portes fermées, des morceaux du monde qui résistent. Dans une époque qui prétend tout rendre visible, cette résistance-là devient presque sacrée. Inquiétante, oui. Politiquement problématique, parfois. Stratégiquement logique, souvent. Mais aussi, d'une manière difficile à avouer, presque envoûtante. Et c'est pour cela que la zone 51 continuera de vivre, même dans les esprits de ceux qui n'y croient pas. Elle n'est plus seulement une base. Elle est devenue la forme moderne du château interdit. Sauf qu'au lieu d'un dragon, on y garde peut-être des algorithmes, des composites, des doctrines de perception, des erreurs d'essai, des systèmes sans nom. C'est moins médiéval et beaucoup plus réel. Alors, pourquoi est-elle toujours classifiée? Parce que certains secrets ne protègent pas seulement ce qui est caché. Ils protègent le temps d'inventer, le temps d'échouer, le temps de corriger, le temps de surprendre, le temps de rester en avance pendant que le monde hésite encore entre le rire et la peur. Et tant que ce temps aura une valeur stratégique, il existera quelque part des déserts comme celui-ci, des clôtures comme celle-ci, des silences comme celui-ci. La zone 51 n'est peut-être pas le lieu où l'humanité a rencontré autre chose qu'elle-même. Mais elle pourrait bien être le lieu où elle a rencontré, dans le miroir noir du secret, sa propre capacité à devenir étrangère à elle-même. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette plongée dans la zone 51 vous a intrigué, dites-moi en commentaire quelle hypothèse vous semble la plus crédible. Le sanctuaire technologique, le théâtre du mystère, ou quelque chose d'encore plus dérangeant. Prenez soin de vous, gardez les yeux ouverts, et surtout n'oubliez jamais ceci. Ce qui paraît impossible aujourd'hui est parfois simplement en train d'être testé quelque part, loin des cartes et loin des regards. À très vite pour la prochaine plongée dans l'inconnu.